Je construis un SaaS pour prof particulier. Je vise 1 million de chiffre d'affaires en 1 an et je détaille tout dans ce format. Si on veut construire un SaaS, il nous faut une idée, un pourquoi on fait quelque chose, une sorte de problème à résoudre. Parce que c'est bien d'avoir des idées, mais si on résout aucun problème, on va vendre à personne. Enfin, notre SaaS ne va intéresser personne. Donc, en ce qui me concerne, je vise les profs particuliers. Étant moi-même prof particulier, je me suis posé la question, quels problèmes les profs particuliers ont? Et là, je me suis dit, moi, j'avais des problèmes que j'ai réussi à résoudre avec mes compétences techniques. Les problèmes qui sont tout simplement que c'est toujours archaïque. Le métier de prof particulier n'a pas évolué depuis les années, 50, 40, voire même avant. Parce que tout simplement, il y a encore plein de profs particuliers qui fonctionnent avec, on va dire, un système de dinosaures. Ils prennent les rendez-vous au compte-gouttes. À chaque fois, ils vont voir leurs élèves en disant « Bon, on prend rendez-vous tel jour à telle heure. Moi, je suis pas dispo, plutôt tel jour à telle heure. » Donc voilà, ça n'a pas évolué. Le suivi des élèves, souvent, se fait papier-crayon. Voilà, c'est vraiment les méthodes qu'on retrouve depuis 50 ans à peu près, voire plus, qui n'ont pas évolué. Et je me suis rendu compte, en discutant avec plusieurs profs particuliers, et moi-même étant prof particulier, je me suis rendu compte que y a beaucoup de profs qui trouvaient ça laborieux. Parce que, mine de rien, être prof particulier, c'est cool d'un point de vue enseignement. Personnellement, moi, c'est ce qui m'attire dans ce métier, c'est la partie enseignement. Mais tous les à côté, ça veut dire la gestion des clients, des élèves, la gestion des parents, des paiements, de l'organisation, etc. Ça, c'est un peu chiant. Donc, si on peut avoir quelque chose qui fait ça de façon automatique, ce serait cool. Et je pense que prof particulier, c'est un métier en devenir parce que de plus en plus, la transmission de savoir se propage. Et on va pas se mentir, l'éducation nationale attire de moins en moins de profs. Alors, je dis pas qu'il faut privatiser l'éducation, etc. J'ai pas envie de rentrer dans ce genre de débat. Mais en fait, si on aime l'enseignement, l'éducation nationale, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est pas fait pour nous. Donc je pense que déjà, il y a, pour mon SaaS, il y a une grosse niche qui est l'ensemble des profs particuliers. Et quand on voit sur tous les sites d'annonces qui existent, il y a énormément d'annonces de profs particuliers, on va dire toute matière et toute discipline confondue, que ce soit un prof de piano, un prof de sport, c'est pas forcément réservé aux matières scolaires. Je me suis dit que moi, j'ai une idée, j'ai un problème à résoudre et j'ai une niche qui est les profs particuliers, encore une fois, pas forcément des matières scolaires. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça. J'allais faire un SaaS qui allait faciliter la vie et l'organisation des profs particuliers. Et aussi, on va pas se mentir, prof particulier étant un métier un peu comme un freelance, il faut que je leur trouve des clients aux profs. Donc, il faut que je leur trouve des élèves. Parce que c'est bien beau d'avoir l'orga et tout, ça simplifie un peu. Mais si en plus, on peut avoir plein de clients, comme les sites comme Fiverr, comme Up, l'ancien 5euros.com, c'est vraiment tout bénef. Donc c'est le but de mon SaaS, c'est de faire une sorte de site de mise en relation, comme il en existe plein, entre les profs et les élèves, avec plein de fonctionnalités supplémentaires qui vont faciliter la vie aussi bien pour les élèves, d'un point de vue orga, parce que les parents, pour les avoir côtoyés, ils en ont marre de gérer à chaque fois les rendez-vous de leurs gamins, et aussi du point de vue des profs, pour tout ce qui est organisation avec tous les élèves, la fiscalité, etc., les paiements. Et donc voilà, ça c'était l'idée de base. Et je me suis dit que du coup, je devais faire le site, et pour faire un site, il faut coder en HTML et avec du JavaScript, etc. Enfin, il y a d'autres trucs, mais moi je connais principalement le HTML. Je connais pas assez pour faire un site avec autant de fonctionnalités, faire appel à faire du back-end, du front-end, etc. C'est des métiers à part entière. Moi, au mieux, je sais utiliser ChatGPT et comprendre ce qu'il me fait. J'allais pas me lancer dans un site en codage. Donc, ne sachant pas coder, je me suis tourné vers les outils no-code. En gros, les outils où il n'y a pas besoin de faire du code. J'avais déjà eu des expériences avec Wix et WordPress, qui sont des mastodontes dans la création de sites no-code. Et c'était plutôt pas mal, mais c'est assez limitant. Ça veut dire que on est limité aux fonctionnalités qui sont disponibles. Alors pour WordPress, on est limité aux plugins. Si personne n'a fait un plugin qui nous intéresse, soit on le fait, soit tant pis, on fait autrement. Et pour Wix, on est limité à ce que Wix nous propose. Et là, c'est encore plus limitant parce que certes, il y a beaucoup de fonctionnalités, mais si on veut changer un design ou si on veut rajouter une petite fonctionnalité, on peut bien souvent pas le faire. Donc j'ai été un peu limité. J'ai commencé à me renseigner. Alors il existe énormément d'autres outils no-code, certains qui sont plus ou moins connus que d'autres. Il y a Flutterflow, Webflow, etc.
et j'ai découvert Bubble. Alors, Bubble, c'est un mastodonte dans la création d'applications no-code. Alors, application, c'est pas une application de smartphone, c'est en gros, c'est un site avec des fonctionnalités, on va dire, logiques, dans le sens où on peut paramétrer de dire, bon, si l'utilisateur clique sur ce bouton, tu crées un truc dans la base de données qui fait ça, tu le renvoies, machin, c'est ça qu'on appelle un peu de la logique dans un site. Et Bubble, c'est le numéro 1 là-dessus, le plus... comment dire, le plus complet. On peut faire vraiment tout avec Bubble, il n'y a aucune limite. Donc, je me suis dit, je vais aller sur Bubble. Et Bubble, ça a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages, c'est que, comme je viens de le dire, c'est très complet. C'est vraiment, ça fait toutes les parties, le front-end, le back-end et la base de données. Enfin, vraiment, ça fait tout. L'inconvénient, qui est lié au fait que ça fasse tout, l'inconvénient, c'est que c'est très dur à prendre en main. C'est comme on se retrouve sur Photoshop sans aucun tutoriel. Photoshop c'est très complet, mais quand t'arrives, t'es dans le grand bain, là, t'es lâché, tu sais rien faire. C'était pareil avec Bubble. Donc j'ai eu une courbe d'apprentissage assez lente parce que il a fallu que je me mette dans le bain, que j'apprenne à faire des trucs, etc. L'apprentissage a été assez long de Bubble, mais j'ai rien lâché et j'ai fini par apprendre à bien utiliser Bubble. Ensuite est venue la question du design, parce que le design d'un site, c'est très important. Alors le design, c'est pas seulement la partie est-ce que c'est joli, c'est la partie est-ce que c'est fonctionnel. Il y a la fameuse UI, UX, qui est UI, c'est l'interface utilisateur, User Interface. En gros, c'est ce qu'on voit. Et l'UX, c'est l'expérience utilisateur. Ça veut dire si un utilisateur qui veut, par exemple, réserver une séance sur mon site, quel va être le chemin qu'il va prendre? Il arrive sur cette page, il doit cliquer là, etc. Et le but, c'est, via le design et l'organisation du site, c'est de rendre tout ça, l'UI et l'UX, le plus user-friendly, donc le plus simple d'utilisation pour l'utilisateur. Donc j'ai fait appel à quelqu'un qui avait des bonnes recommandations, etc. Et il était trop chaud, il était là genre « Ouais, moi aussi, ça me parle parce que mon père, il est prof particulier, je vais t'aider, je vais voir en fonction de ton truc, si t'as oublié des fonctionnalités, j'y penserai, machin. » Et en fait, c'était très très décevant. Ce qu'il m'a fait, c'était vraiment pas ouf. Il a fait des copier-coller de sites qui existaient déjà en adaptant quelques couleurs. Je veux dire, c'est moi qui ai dû, alors je vais pas faire le mec, mais c'est moi qui ai dû lui apprendre que une police d'écriture de 7 pixels, c'est complètement illisible sur un site et encore moins sur un smartphone. Donc voilà, je lui ai fait plein de remarques. Ça a pris énormément de temps, là où à la base ça devait prendre 1 mois. Au bout de 3 mois, c'était toujours pas fini. Très très mauvaise expérience. Je vais pas, on va dire, le clouer au pilori, je vais pas dire qui c'est, on s'en fout. Mais voilà, très mauvaise expérience de ce designer. Bon, ça m'a quand même donné une petite base pour savoir sur quoi partir, mais maintenant le site que j'ai n'a rien à voir avec ce qu'il m'avait fait lui-même. J'ai tout fait tout seul en fonction de quelques retours que j'ai eus, quelques, on va dire, sites que j'ai vus sur internet en me disant « Ah c'est cool, tiens, une organisation comme ça, voilà, j'ai changé », enfin bref. Voilà, donc ça c'est la partie design. Le design, ça a été une petite partie galère, j'ai réussi à le mettre en place. Maintenant, c'est fini. Peut-être que je vais le faire évoluer probablement au fur et à mesure des années, mais voilà. Ensuite, la fameuse partie, comme je vous disais, la partie logique, j'ai eu énormément de défis techniques à relever. Pour commencer, j'utilise des API. Alors des API, si vous ne savez pas ce que c'est une sorte de langage de communication entre sites, entre applis, pour récupérer certaines données. Par exemple, moi j'ai besoin d'utiliser l'API avec Stripe, parce que quand il y a des paiements qui sont faits sur mon site, j'utilise l'API Stripe avec mon compte Stripe pour dire, en gros, voilà, lui il a payé sur mon site un montant de 40 balles, voilà, on met le paiement en attente, si le prof il valide, ensuite on prend le paiement, quand le prof il a fait la séance, on verse le truc. Donc tout ça, c'est Stripe qui gère, mais c'est géré via mon site. Donc pour faire la passerelle entre les deux, entre ce qui est fait sur mon site et le fait que Stripe fasse des mouvements d'argent, c'est une API. Pareil, j'utilise l'API de Google pour quand il y a un élève qui veut savoir est-ce que mon prof il est dispo le mardi à 16 h, je fais un appel à Google pour voir est-ce que lui, sur son calendrier qu'il a rentré, est-ce que mardi à 16 h il est dispo, oui ou non? Enfin voilà. Donc j'ai besoin de l'API j'utilise l'API de Google, de Stripe, et j'en utilise 2-3 autres pour d'autres fonctionnalités.
Mais voilà, ça a été un premier défi parce que n'ayant jamais fait ça, j'ai dû tout apprendre sur le tas, hein, comme tout ce que j'ai fait. C'était assez galère. J'ai eu aussi des gros problèmes avec Google parce que c'est les seuls, quand on utilise leur API, à devoir faire une validation. Parce que si on utilise l'API Google, tant qu'ils ne nous ont pas validé, on a un gros message sur notre site qui dit « Attention, ce site est peut-être frauduleux ». Donc, à vos risques et périls si vous vous connectez avec votre compte Google. Et ça, c'est ultra rassurant pour les clients, c'est génial. Donc, tant que je n'étais pas validé par Google, j'avais ce gros message de attention, c'est peut-être un site frauduleux, machin ». Donc, c'était une énorme balle dans le pied et ça a mis peut-être 1 mois et demi, 2 mois à avoir la validation de Google. Donc, au début, c'était vraiment chiant, Google. J'ai dû les relancer. Enfin, j'ai galéré à avoir cette validation. Et je me suis aussi battu avec Stripe pour faire les paiements récurrents. Parce qu'en fait, ce que j'ai mis en place sur mon site, c'est un principe de séance récurrente. En gros, on dit, voilà, avec tel prof, moi je veux une séance tous les mardis à 18 h par exemple. Et donc sur mon site, ça va réserver automatiquement, dans la limite des dispos du prof, bien sûr, hein, ça va réserver une séance automatiquement tous les mardis à 18 h. Mais qui dit réservation de séance, dit paiement. Et donc, il fallait que j'enregistre la carte du parent de l'élève pour à chaque fois faire un prélèvement lors d'une réservation automatique. Et ça, putain, ça m'a pris un temps pas possible pour faire fonctionner ce truc-là. Et j'ai encore des fois des problèmes qui apparaissent ultra ponctuellement avec des clients, et du coup c'est très dur à gérer parce que je me dis mais je sais même pas pourquoi il y a ce problème. Ça me dit genre la banque a refusé, machin, enfin c'est des casse-têtes sans nom, mais qui font partie de l'aventure. Donc voilà, je vous en parle pour vous montrer que c'est pas forcément tous les jours facile, mais voilà, ça fait partie de l'aventure, et si c'était simple, ce serait beaucoup trop beau. Donc voilà, je dois batailler un peu avec tout ça. J'ai aussi eu pas mal de galères avec la gestion des événements Google, parce que c'est très lourd à récupérer, de dire, bon, pour savoir si lui il est dispo, je dois faire un appel à son calendrier, voir tous les événements, etc. Et pareil, ça j'ai mis peut-être 2 semaines à mettre ça en place, parce que ça donne des formats qui sont pas compatibles avec machin, enfin, c'est un bordel, c'est un bordel. Donc voilà, j'ai eu pas mal de défis techniques pour faire fonctionner comme je veux, mais j'ai fini par faire un produit qui pour l'instant fonctionne très bien. Alors bien sûr, il y a toujours place à l'amélioration, mais pour l'instant ça fonctionne très bien, modulo comme je vous disais, des petits trucs très ponctuels de refus de la banque, etc. Actuellement sur le site, les profs peuvent personnaliser leurs horaires et leurs tarifs. Ils peuvent dire par exemple que voilà, je travaille le lundi, mardi et vendredi de 10 h à 19 h. Donc ça veut dire que voilà, c'est les seules plages horaires où ils sont réservables, on va dire. Et ils peuvent dire que moi, pour un élève de 3e, je pratique le tarif de 40 € de l'heure. Pour un élève de première, je fais le tarif de 50 € de l'heure, voilà. Donc ils peuvent vraiment personnaliser tout ça pour s'adapter à leurs conditions. Actuellement, le système de réservation, la façon dont ça marche, c'est les élèves qui vont voir la fiche du prof et disent « tiens, ce prof m'intéresse, je vais voir, c'est dispo ». Et il y a un petit calendrier voilà, qui s'affiche, et ils peuvent choisir, dire que tiens, mardi, comment il est dispo mardi? Il est dispo tiens, entre 14 et 16, ça m'arrange, je prends ce créneau-là, et comme ça, il y a la séance qui est faite. Ils peuvent aussi faire des séances récurrentes, dire que moi, je veux tous les mardis à 14 h par exemple, et là, ça fera une réservation automatique avec le prof, encore une fois, modulo, s'il est dispo, bien sûr. Il y a aussi la partie facturation pour les profs, parce que ça, c'est quelque chose qui m'avait été beaucoup demandé, qui est de faire des facturations automatiques. Parce que c'est bien beau d'avoir les paiements, mais les profs sont pour la plupart auto-entrepreneurs, donc ils doivent faire des factures pour chaque argent qu'ils touchent, comme n'importe quel métier en France. Il faut avoir une preuve de l'argent qu'on a touché. Donc, j'ai mis ça en place. Donc maintenant, les profs ont juste à rentrer, on va dire, les informations légales, genre le numéro de SIRET, etc. Et ils peuvent commencer la facturation où ils veulent, s'ils veulent reprendre la facturation de leur ancien logiciel de facturation. Et ça se fait automatiquement. Dès qu'il y a un paiement qui est fait pour le prof, il y a une facture qui est faite avec ce montant-là qui correspond, qui est consultable par le parent d'élève ou par le prof directement. Alors comme fonctionnalité en plus, il y a une consultation des cours pour les élèves.
parce que ça, c'est quelque chose qui m'avait été pas mal demandé sur mon ancien site par les parents, qui est tout simplement de savoir ce que leur enfant fait. De savoir, bon bah ok, il a fait 3 séances avec tel prof, mais bah, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 3 séances? Et là, bah, y a la consultation des séances avec un petit commentaire du prof qui est libre de mettre ce qu'il veut, hein, qui est juste, il peut dire on a travaillé sur les fonctions par exemple, ou alors il peut dire on a travaillé sur les fonctions, j'ai vu qu'il y avait des lacunes là-dedans, je lui ai demandé de faire tel truc. Voilà, libre au prof de rentrer ce qu'il veut comme info, hein, voilà, chaque prof fait sa tambouille dans son coin, et les parents peuvent consulter ça avec en plus les documents de la séance. Et ce que j'entends par document de la séance, si c'est un cours qui a eu lieu, on va dire en face à face, ça peut être voilà, la feuille de papier qui est prise en photo et qui est uploadée sur le site. Si c'est un cours qui a été fait en ligne, comme moi je fais par exemple, bah le document de la séance, je l'upload en PDF directement sur le site. Comme ça, les parents peuvent voir tout ce qui a été fait durant la séance, et ça les rassure énormément. Et il y a aussi, du coup, la gestion des événements dans l'agenda. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais dans mon ancien site que j'avais fait sur Wix, et qui était vraiment très pratique, donc je voulais absolument mettre ça en place, qui est justement la synchronisation avec un compte Google, enfin un agenda Google du coup, où une fois qu'on a rentré, comme je disais tout à l'heure, nos dispos, on va dire standards, ça arrive bien sûr d'avoir un empêchement, un rendez-vous chez le dentiste, chez le médecin, peu importe, et là on a tout simplement à mettre un événement dans notre agenda Google, on se dit bon bah voilà, tiens, lundi dans 2 semaines, j'ai un rendez-vous chez le médecin entre midi et 14h par exemple. On met un événement dans l'agenda, bien sûr, ça reste 100% privé, c'est juste que le créneau entre midi et 14h ne sera pas réservable. Et ça, je trouve, c'est vachement pratique parce que on a notre vie privée, mais on n'est pas obligé à chaque fois de dire « Ah bah non, tiens, est-ce qu'on peut décaler la séance ?» machin. Non, c'est juste, on bloque, c'est fini. Et à chaque fois qu'il y a une réservation qui est faite sur le site, ça crée un événement dans notre agenda Google avec les informations de la séance, ça veut dire le nom de l'élève, son numéro de téléphone et ce qu'il a rentré pour travailler. Par exemple, il y a des élèves, quand ils réservent, ils disent « moi, voilà, j'ai un contrôle demain sur tel truc, il faut travailler ça ». Tout ça, ça apparaît dans l'agenda Google, donc c'est très pratique. Pour s'y retrouver, ça évite à chaque fois d'aller consulter le site pour savoir est-ce qu'on a une nouvelle réservation qui a été faite, enfin voilà. Donc la synchronisation avec l'agenda Google, c'est quelque chose que j'ai mis en place et c'est une des fonctionnalités qui me donne un gros avantage sur les autres concurrents qui ne font pas ça. Donc voilà pour la partie, on va dire, introduction et fonctionnalité. Maintenant, on va voir un peu les stats que j'ai eues en 2023, donc sur 4 mois, parce que le site a été lancé en septembre. Du coup, il y a septembre, octobre, novembre, décembre. Donc on va voir les 4 premiers mois, un peu les stats qu'il y a eu sur le site. Donc comme je disais, démarrage en septembre. En septembre, il y a eu 2006 € de chiffre d'affaires. Alors, ce que j'entends par chiffre d'affaires, c'est l'argent global qui a été dépensé pour des séances. Donc c'est pas vraiment le chiffre d'affaires parce que l'argent est directement transféré au prof. C'est pas comme un site e-commerce où il y a un chiffre d'affaires mais il y a des coûts, etc. Là, c'est juste l'argent qui est transité. Donc voilà, il y a eu 2006 € de chiffre d'affaires. Il y a 42 séances qui ont été effectuées sur le site en septembre. Il y a 56 élèves qui se sont inscrits, mais seulement 22 actifs. 36 profs se sont inscrits, dont seulement 8 valides. Alors ça, c'est quelque chose, je précise, je n'ai pas parlé de ça encore. Les profs sont considérés comme valides, donc ça veut dire on peut réserver avec eux, à partir du moment où ils ont synchronisé leur compte Google, donc ça veut dire on a leur dispo, donc on peut savoir, on peut réserver avec eux parce qu'on a leur dispo, et à partir du moment où ils ont synchronisé aussi leur compte Stripe, pour que tout simplement ils puissent recevoir les paiements. Donc voilà, un prof qui est considéré comme valide, c'est un prof qui a synchronisé son compte Google et Stripe. Et en septembre, il y a eu 36 profs inscrits, mais seulement 8 qui étaient valides. En octobre, il y a eu 3 420,5 € de chiffre d'affaires, il y a eu 57 séances effectuées, 28 nouveaux élèves et au total 25 élèves actifs, 24 nouveaux profs inscrits, dont seulement 3 valides. En novembre, il y a eu 4 282,5 € de chiffre d'affaires, il y a eu 65 séances effectuées, 14 nouveaux élèves, dont au total 24 actifs, 5 nouveaux profs, dont 0 valide. Donc c'était pas un mois foufou pour le nombre de nouveaux profs en novembre. En décembre, il y a eu 3 870 € de chiffre d'affaires, donc petite baisse. 61 séances, encore une fois petite baisse, 15 nouveaux élèves, dont 25 élèves actifs toujours au total, 8 nouveaux profs, dont
3 profs valides pour décembre. Donc au total, sur les 4 premiers mois de mise en ligne du site, il y a eu 13 850,5 € de chiffre d'affaires, 229 séances effectuées, 118 élèves dont 44 ont été actifs, 75 profs inscrits, dont seulement 15 valides. Donc voilà, ça c'est les chiffres. Alors le but, c'est de faire croître ces chiffres-là de façon assez, on va dire, exponentielle pour atteindre du 1 million de chiffre d'affaires annuel. Donc mensualisé, ça fait à peu près 83 000 € par mois. Donc, il ne va pas falloir chômer. Ce que je me suis fixé comme tâche pour les semaines à venir, c'est de mettre en place du parrainage. Parce que, mine de rien, il y a quand même pas mal d'utilisateurs. Ce serait bien si ils peuvent recommander à leurs potes, leurs collègues, etc., pour les parents, d'utiliser le site parce que ils en sont contents, etc. Et je vais mettre en place un parrainage pour qu'ils y gagnent, forcément. Je vais mettre en place aussi des pubs Facebook. Donc là, j'ai fait appel à ce qu'on appelle un média buyer qui m'a aidé à mettre en place les campagnes Facebook. Il me reste 2-3 petits modifs à faire avant de les lancer. Et je vous tiendrai au courant de voir si ça marche. Je vise à peu près, on va dire, 1 000 € de budget, à raison de 50 € par jour. Je vous dirai si ça suffit, s'il y a eu des résultats, etc. dans le prochain épisode de cette série. On verra ça ensemble. Je vais mettre en place aussi du SEO. Parce que le SEO, c'est super important. Je vois que Superprof, c'est un des plus gros concurrents et leur façon dont ils attirent tous leurs clients, c'est le SEO. Si on cherche genre cours de maths, cours de piano, machin, ils ont au moins genre les 3 premiers résultats, c'est eux. Donc le but, c'est d'être bien référencé sur ce genre de mots-clés pour attirer des nouveaux clients à chaque fois, des nouveaux, aussi bien des profs que des élèves. Donc c'est quelque chose que je vais mettre en place de façon assez sérieuse. Je vais mettre aussi un système de récompense qui est tout simplement, quand on fait plein de séances, on a des points et avec tant de points, on va avoir 10% de réduction. Enfin voilà, ce genre de principe, je vais le mettre en place. Alors, il faut que je vois, parce qu'étant donné que c'est les profs qui vont toucher, il faut que je vois si eux, ils sont d'accord de dire que mon élève, il a fait tant de séances, il a 10% de réduction. Enfin voilà, faut que je trouve un système qui convienne à la fois aux profs et aux élèves. Donc c'est un peu ça le côté challengeant, c'est à double tranchant. Et donc comme on a pu le voir dans les stats, il y a beaucoup de profs et d'élèves qui sont inscrits, mais des élèves qui ne sont pas actifs ou des profs qui ne sont pas valides. Donc il faut que je les contacte pour savoir déjà pourquoi ils n'ont pas continué. Est-ce que les élèves, ils ont trouvé que le site était nul ou est-ce qu'ils n'ont pas trouvé de prof qui leur convenait? Les profs, est-ce qu'ils ont vu que le site finalement n'était pas du tout intéressant? Ou est-ce qu'ils ont vu que la flemme de synchroniser le compte Google? Donc voilà, ça c'est des infos qui vont être cruciales pour la suite, pour savoir ce que je dois améliorer du côté à la fois prof et du côté à la fois élève. Donc j'ai quand même du pain sur la planche. Je referai un bilan, je pense, d'ici à peu près un mois, peut-être un mois et demi. Et je vous tiendrai au courant. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine.